Le théâtre de la Commune, à Aubervilliers, est un théâtre d'idées. Cette année, les Jeudis de la Sorbonne proposent des conférences sur le thème de l'altérité. Comment les acteurs locaux, politiques, institutionnels, associatifs peuvent-ils utiliser la culture afin de mieux appréhender le nouveau visage de ces villes? Monsieur Claude Lechat, directeur des affaires culturelles de la ville de Pantin depuis 11 ans. Monsieur Laurent Chalard, docteur en géographie de l'Université Paris 4 Sorbonne. Marie-Josée Malice, directrice du théâtre de la Commune. Monsieur Maxime Mamayabré, chargé de développement social des quartiers République du Bas de Montreuil. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi de la Sorbonne, qui n'est pas un mercredi, puisque comme on fait hors les murs, on est obligé d'être un peu plus souple par rapport au lieu qui nous accueille. Donc, je voulais remercier les 3 organisatrices, Noémie Guillemot, Clara Labrousse et Marie Chariot, et donc leur laisser la parole pour vous expliquer la thématique, la gentrification en question, comment recréer du lien avec la culture. Voilà. Donc, à moi. Donc, tout d'abord, remercier une nouvelle fois parce que c'est normal et puis c'est surtout, ça nous fait très plaisir d'être ici ce soir. Donc, en premier lieu, évidemment, le Théâtre de la Commune qui nous a très, très gentiment prêté cette salle qui est bien remplie, enfin, en tout cas, assez pour nous, qui surtout a répondu très promptement à nos demandes et avec une grande gentillesse et qui également nous met la régie à disposition, ce qui est vraiment très, très sympathique. Également remercier nos 4 intervenants, dont Madame Mali évidemment. Voilà, les remercier pour leur intérêt pour notre sujet qui j'espère va découler sur un débat intéressant pour tous. Donc cette année, comme l'a dit Madame Docker, c'est Jeudi de la Sorbonne pour thème l'altérité. Donc il me semble intéressant de rappeler la définition de ce que peut être l'altérité. Donc l'altérité est le caractère de ce qui est autre. C'est aussi la reconnaissance de l'autre dans sa différence, qu'elle soit éthique, sociale, culturelle et religieuse. Donc ce soir, nous allons particulièrement parler de la gentrification et des bouleversements socioculturels qu'elle engendre, notamment à l'échelle des villes limitrophes de l'Est parisien. Donc ça va être notre thématique globale, mais surtout ce soir, ce qui nous motivait pour cette conférence, c'était surtout d'interroger le pouvoir fédérateur, de recréer du lien de la culture, et surtout d'unifier les populations préexistantes au territoire, aux populations gentrifiées. Donc nous poser la question des conditions de cette altérité et surtout essayer de poser justement un ensemble qui pourrait être une condition envisageable d'une richesse culturelle commune pour tout le monde. Voilà, donc la conférence va se structurer en 4 thèmes. Premièrement, nous allons parler de l'héritage des banlieues rouges, dont on va avoir un petit débat là-dessus. Ensuite, dans un second temps, nous aborderons le renouveau culturel lié à la gentrification. Et enfin, dans un dernier temps, nous aborderons la question d'existence d'un développement culturel hors sol. Donc, on va voir tout ce que ça engendre. Et enfin, bien sûr, ce sera les questions du public. On espère que vous aurez beaucoup de remarques et que vous perpétuerez le débat avec vos questions. Voilà. Donc, je laisse la parole à Marie qui va présenter les intervenants et voilà, commencer le débat. Alors, pour commencer, je vais vous présenter Marie-Josée Malice. Vous avez été enseignante dans des collèges, des lycées et aussi à l'université. Vous avez été à la direction de la compagnie Livantina de 1994 à 2013 et récemment directrice du CDN, du Théâtre de la Commune. Donc, tel un CDN, donc vous êtes metteur en scène. Vous pouvez présenter des créations, les vôtres, comme par exemple le spectacle Hyperion, et aussi faire la programmation avec des pièces relativement originales et à portée de tous. Donc, par exemple, une création d'Alain Badiou et aussi récemment de Rodrigo Garcia, que vous avez présenté la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Donc voilà, et vous avez vraiment... donc on en reparlera tout à l'heure, mais dans votre manifeste, dans votre présentation que vous faites sur votre site, vous parlez vraiment d'un lieu de culture, d'un lieu de partage. Et donc on en reparlera avec ce thème de l'altérité. Ensuite, Monsieur Maxime Mamayabré, que je ne vois pas. Alors, vous êtes en master à l'Institut... Pardon.
En quelques années, pardon. Donc vous avez passé, vous avez eu un master sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci. Et donc là, vous êtes chargé du développement social des quartiers du secteur de Bas-Montreuil, l'antenne République. Donc vraiment, pour ceux qui connaissent pas vraiment Montreuil, c'est vraiment la partie qui juxtapose Paris. Et donc, on en reparlera tout à l'heure, mais des activités que vous proposez et de comment vous créez du lien entre toutes ces associations. Hop. Ensuite, Monsieur Claude Lechat, vous êtes le directeur des affaires culturelles de la ville de Pantin. Vous veniez du milieu social, vous avez été éducateur spécialisé. Et de 96 à 2002, vous étiez DAC, mais à Rouen, et maintenant, depuis une dizaine d'années, à Pantin. On vous respecte. On peut quand même donner un gros nom Bonjour. pour toutes les politiques que vous avez menées à Pantin, dont, par exemple, le plan lecture avec vos 3 bibliothèques. L'importance qu'a maintenant aujourd'hui le théâtre du fil de l'eau, le théâtre municipal, qui est le seul en régie directe. Et ensuite, le portail à action culturelle éducatif qui permet à tous les Pantinois, les enfants pantinois, de pouvoir de profiter de toute l'offre culturelle de la ville. Et vous menez aussi de front l'association des DAC de Seine-Saint-Denis et aussi de France, et d'Île-de-France, pardon, excuse-moi, d'Île-de-France. Et depuis donc, hier jusqu'au 14 mars, la ville de Pantin accueille les festivals Trans Pantin avec des œuvres de la compagnie de Jean-Michel Rabeux. Donc, je vous conseille d'y aller. Voilà. Et pour terminer, Laurent Chalard, vous êtes docteur en géographie à Paris 4, à la Sorbonne. Vous êtes consultant en aménagement du territoire. Et par ce deuxième volet, vous avez fait un diagnostic territorial partagé de la communauté d'agglomération de Seine-Saint-Denis et surtout la communauté d'Est Ensemble, dont Est Ensemble prend en compte les Lilas, Pré-Saint-Gervais, Pantin, Bobigny, Bagnolet, donc tout l'Est parisien. Et Montreuil, voilà, etc. On peut... 9 villes, enfin, je vais peut-être pas vous les faire. Et par contre, Aubervilliers est en pleine commune, donc c'est différent, mais bon, on reste encore dans le même esprit. Et donc, vous faites vos principaux thèmes de recherche sont la géographie et toutes les questions sur l'urbanisme aujourd'hui. Et donc, pour commencer ce débat, je vais vous demander de définir qu'est-ce que la gentrification, un terme qui vient de 1963 avec Ruth, c'est ça ? Voilà, Ruth Glass. Et donc, il y a un terme qui est lié à des recherches sur les pays anglo-saxons à Londres. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser ce phénomène ? Vous avez le micro en face. Il marche comment que je fasse ça ? Je pense que vous pouvez parler. Oui, c'est bon, tout le monde m'entend. Donc, bonjour, je vous remercie de l'invitation. Donc je vais répondre à votre question assez rapidement. Vous m'avez donné 10 minutes, donc il va falloir résumer en 10 minutes la gentrification. Alors, comme vous le savez probablement, la gentrification, c'est un terme qui est à la mode actuellement. On retrouve beaucoup dans les médias, comme le terme de mixité sociale ou le terme de périurbain. Or, le problème, c'est que tous les termes qui sont à la mode, qui sont repris par la presse, souvent sont pas toujours très bien définis et parfois leur sens a tendance à évoluer par rapport à leur sens d'origine, le sens que nous, chercheurs, nous lui donnons au départ. Donc il est intéressant, comme vous l'avez très bien précisé tout à l'heure, Marie, de revenir au contexte de création de ce concept. Donc la gentrification, c'est un concept d'origine anglo-saxonne qui est apparu dans les années 1960 et qui a pour objectif de montrer une certaine évolution de la société urbaine et de la sociologie de certains quartiers. En gros, qu'est-ce que c'est ? Pour les anglo-saxons, c'est un processus d'embourgeoisement de quartiers populaires qui avaient un habitat dégradé et qui avaient été fuis par les classes moyennes. Des classes moyennes qui étaient parties vivre en habitat pavillonnaire à la périphérie des villes. Ces quartiers dégradés se situent au centre des grandes métropoles, soit de Londres, soit de New York, puisqu'on parle des pays anglo-saxons. Et c'était des quartiers qui étaient dégradés, pas intéressants. Et à partir d'une certaine époque, on a des populations aisées, d'où le mot de gentrification.
Gentrification, gentry, petite noblesse, donc des populations aisées qui sont intéressées par ces quartiers car ils sont situés en position centrale dans ces grandes agglomérations. Donc c'est un peu un retour vers la ville des classes moyennes et des classes moyennes supérieures dans le milieu anglo-saxon. Alors, 2 exemples, hein, si on prend Londres, on a eu de la gentrification du quartier de Soho, Soho qui est dans le cœur de la capitale. On a aussi le quartier de Shoreditch, qui est au nord de la City, donc dans le prolongement de la City londonienne, dans la question de gentrification. À New York, vous en avez tous entendu parler, la gentrification d'Harlem, Harlem qui était le ghetto noir de Manhattan, et qui au fur et à mesure du temps se gentrifie, mais aussi de Brooklyn. 2 quartiers populaires qui, au fur et à mesure du temps, ont vu arriver des populations beaucoup plus aisées, voire très riches. Il faut savoir que quand les sociologues commencent à parler de gentrification, il y a quand même une connotation politique assez forte. Quelle est cette connotation politique ? C'est une connotation marxiste. Il faut savoir que les chercheurs en sciences sociales qui ont travaillé sur la gentrification depuis les années 60, et c'est encore vrai aujourd'hui, sont essentiellement des chercheurs qui ont une position marxiste, donc ce qui bien évidemment sous-entend une certaine vision de la société. En gros, ils considèrent que la lutte des classes, elle a une traduction spatiale, et cette traduction spatiale fait que certaines populations plus aisées s'approprient le territoire de populations plus pauvres. Alors, bien évidemment, c'est une vision qui est politique, hein, donc qui peut se défendre, mais d'autres chercheurs qui ne sont pas marxisants, la majorité aujourd'hui, ne pensent pas forcément la même chose. C'est-à-dire que quand ils décrivent la gentrification, ils décrivent un processus où on a effectivement une transformation de quartiers populaires en quartiers plus aisés, mais sans forcément considérer que c'est une appropriation des classes les plus aisées des quartiers populaires. Alors, en France, qu'est-ce qui se passe ? Puisque là, on a parlé un peu d'origine anglo-saxonne. Donc, il faut savoir que ce concept anglo-saxon, on l'a appliqué à la situation française telle qu'elle, alors que notre situation sociale n'est pas tout à fait la même. On a quand même une ségrégation socio-spatiale qui est beaucoup moins forte qu'aux États-Unis et qu'en Angleterre, même si M. Valls utilise le mot d'apartheid, mais je ne viendrai pas là-dessus, mais je pense que le mot est quand même très exagéré. En France, il faudrait plutôt parler de moyennisation que d'embourgeoisement, dans le sens que les quartiers de l'Est parisien en cours de gentrification, ils ne voient pas arriver des populations, je dirais pas de la noblesse, mais tout du moins de la bourgeoisie traditionnelle, la bourgeoisie traditionnelle catholique de l'Ouest parisien, du 16e arrondissement, de Neuilly-sur-Seine. Ce ne sont pas ces personnes qui viennent habiter dans l'Est parisien, voire en banlieue. Donc on ne peut pas vraiment parler d'arrivée de populations bourgeoises. Non, les populations qui arrivent sont des populations qui sont issues des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures, et qui ont un profil social plus important que les populations des quartiers populaires ou des communes populaires. Donc en gros, on voit arriver dans des communes qui sont populaires depuis leur origine, quasiment, donc ont quasiment toujours abrité que des ouvriers et des employés, des populations de catégories sociales intermédiaires, des professions intermédiaires, ou de cadres en particulier, des populations à fort capital culturel. C'est-à-dire que plus que des populations aisées, ce ne sont pas forcément les populations les plus riches, mais ce sont des populations à fort capital culturel, c'est-à-dire des populations qui sont très diplômées et qui ont une forte demande en culture. Alors, où est-ce que ce processus se passe en France ? Ce processus, d'abord, il a touché les quartiers dégradés des villes-centres des grandes métropoles. En l'occurrence, si on prend le cas de Paris, à Paris, on avait une partie de l'Est parisien qui était fortement dégradée encore dans les années 1960-1970, voire même jusqu'aux années 1990, avec un habitat qui ne répondait pas aux normes de la modernité et des populations plus aisées qui les avaient quittés. C'est la fameuse époque des squats dans l'Est de Paris, dans le 11e arrondissement, des squats de sans-papiers par exemple, parce que on avait tout un tas d'habitats qui étaient insalubres, qui étaient vacants et qui étaient réoccupés par des populations très
paupérisés. Donc, ces quartiers dégradés, ils ont vu, à partir des années 60 et surtout à partir des années 80-90, l'arrivée de ces classes moyennes supérieures à fort capital culturel. C'est le cas typique du 11e arrondissement de Paris, qui d'un quartier ouvrier est devenu un quartier bobo, le quartier bobo par excellence, le Faubourg Saint-Antoine aussi, du côté de la Bastille. Mais ce phénomène, il touche aussi d'autres villes en France. On a la même chose, par exemple, à la Croix-Rousse, le quartier de la Croix-Rousse, au nord de Lyon, ou dans le quartier du Panier, à Marseille. Après avoir conquis une partie des territoires des villes-centres, en particulier à Paris, on parle de conquête de l'Est parisien, j'en vois vers les travaux d'Anne Clerval, qui a écrit un livre « Paris sans le peuple », vous aurez compris qu'elle était marxiste, le titre du livre le dit. Comme Paris a été quasiment conquis par les classes moyennes supérieures, aujourd'hui la gentrification elle a tendance à s'étendre vers des communes de la périphérie, mais de la périphérie proche, qui sont accessibles facilement en métro. Donc en gros, les communes qui sont au-delà du périphérique, dans le prolongement du 19e, 20e arrondissement, dont Montreuil, qui est aujourd'hui la commune symbole des bobos en région parisienne. Et je me permets de vous couper et de donner votre avis, à vous, Maxime Amayabré, sur... Alors, c'est vrai que c'est l'image qu'on accole souvent au secteur du Bas-Montreuil. Effectivement, moi, je pense qu'il y a des phénomènes un peu divergents sur ce secteur précis. Il y a à la fois un phénomène d'arrivée de classes sociales supérieures, des professions intellectuelles, des personnes issues des fonctionnaires, des professeurs, des gens qui travaillent dans le milieu culturel. Mais en même temps, le secteur reste aussi une porte d'entrée de populations très précaires. Il y a un foyer assez important dans le secteur du Bas-Montreuil qui est aussi une porte d'entrée pour des gens qui viennent de l'immigration et qui arrivent ici dans le secteur Bas-Montreuil pour s'en trouver une protection dans ces secteurs. C'est aussi une porte d'entrée pour les populations roms. Donc, ce que nous on voit au quotidien dans le secteur, c'est qu'il y a une très forte hétérogénéité sociale en fait. C'est à la fois un secteur qui, dans toutes les statistiques sur la ville, comporte la plus forte proportion de cadres, mais c'est aussi un secteur avec une forte proportion de gens en difficulté sociale. Donc il y a un spectre social très, très hétérogène. Et c'est vrai que cette image-là, on la voit pas forcément quand on parle du Bas-Montreuil. On reste sur l'image des... c'est un peu une caricature, mais des bobos qui vont au théâtre et qui font la fête. Mais c'est une vision un peu d'Épinal qui ne correspond pas à la réalité du secteur. Et finalement, pour nous, sur le terrain, en tant qu'agents de la ville, et travaillant dans ces questions sociales, tout l'enjeu, c'est de favoriser la cohésion entre ces populations qui se côtoient sans partager forcément des moments de vie commune. C'est le constat qu'on peut faire sur ce secteur. Et en plus, sur ce secteur, au-delà de cette hétérogénéité, on a aussi une polarisation économique assez importante. Ça, c'est le fruit de politiques urbaines, avec des sièges sociaux de grandes entreprises, Ubisoft, BNP Paribas, Air France. Donc on a aussi un pôle économique assez important sur le Bas-Montreuil, avec beaucoup de bureaux et de personnes qui viennent travailler sur le secteur sans forcément aussi vivre le quartier. Donc il y a des phénomènes très, très divergents en fait, qu'on peut constater sur le terrain. Donc, après, c'est l'enjeu de politique publique pour favoriser la cohésion entre toutes ces dynamiques. On y reviendra, je pense, tout à l'heure. Vous pouvez soit... Je vais terminer mon propos en fait. Parce que sinon, je voulais juste revenir pour faire juste un petit aperçu, c'est qu'à Pantin aussi, il y a le même système, la même organisation avec les grandes entreprises du style bourgeois, Chanel, BNP, qui viennent aussi s'accaparer le territoire, puisque au niveau financier et foncier, il y a des avantages identiques à Montreuil. Oui. Oui. Juste avant de venir, j'ai questionné ma collègue directrice de l'aménagement du
et de l'urbanisme à Pantin, sur ce phénomène-là, comment elle pense les choses, elle, en tant qu'aménageur public. Et c'était intéressant parce que sa vision, elle est tout de même d'abord économique, liée au logement, bien évidemment. Et puis, elle me dit par exemple, Olivia Metz, pour ne pas la nommer, que lorsque, dans le quartier des Quatre Chemins, l'habitat, la question de l'habitat insalubre est traitée, on peut la traiter de la façon suivante. Un fort taux de logement social à Pantin, comme à Aubervilliers, j'imagine, ou à Montreuil. Les populations qui habitent dans ces logements insalubres sont des populations qui sont très, très paupérisées, qui n'ont absolument pas les moyens d'habiter un logement social. Donc on est déjà dans une sous-classe au sens économique du terme. Et donc ces gens-là qui vivent quelquefois depuis très longtemps, aux Quatre Chemins, et ça vaut pour les chemins, les Quatre Chemins d'Aubervilliers, les Quatre Chemins de Pantin, puis d'autres quartiers en rénovation urbaine, eh bien, on les déplace pour résoudre la question du logement insalubre pendant 2 ou 3 ans a priori, mais au bout de 2 ou 3 ans, enfin, pendant ces 2 ou 3 ans, ils vont ailleurs, ils vont plus loin, et ils ne reviennent jamais. Donc, de son point de vue, cette mixité forcée qui existe à ce moment-là n'existe plus, et là on parle d'autres phénomènes. C'est pas forcément de la gentrification, mais bon. Et de son point de vue, j'ai pris une note aussi. Alors en gros, elle me dit que le public, l'aménagement public résorbe l'habitat insalubre, et la phase suivante, c'est que des artistes, c'est son propos, propos de ma collègue directrice de l'urbanisme, viennent exploiter potentiellement des friches, c'est ce qui se passe à Pantin, et qu'ensuite il y a un phénomène de translation entre la ville-centre ou les villes-centres et les banlieues qui fait que les choses se mettent en place, mais sur plusieurs, quelquefois sans doute plusieurs dizaines d'années. Vous parliez des squats tout à l'heure. Et pour terminer, elle me disait aussi, et ça plante aussi le cadre, que la question de l'équipement, des équipements éducatifs des villes, éducatifs, là on parle des écoles, évidemment des collèges, mais aussi des équipements sociaux, des crèches, sont prééminents. Peut-être même avant les moyens de transport, la question des moyens de transport. On dit souvent que Pantin est très très bien achalandé en moyens de transport, ce qui est vrai. Enfin, 2 lignes de métro, RER, le tramway maintenant, le canal, évidemment. Voilà, donc juste cette réflexion-là en passant pour... qui n'est pas ma réflexion, qui est celle de... ma collègue de voilà, je vais compléter justement, puisque j'avais prévu de terminer là-dessus, donc sur le processus, le début, l'émergence d'un processus de gentrification dans la banlieue de l'Est parisien. Donc justement, comme l'ont très bien dit nos autres intervenants, pour l'instant c'est un phénomène qui est relativement marginal. Marginal dans le sens qu'il concerne qu'une part limitée de la population totale des communes. C'est-à-dire que dans les communes concernées, que ce soit Pantin, Montreuil, Aubervilliers, c'est quasiment rien pour l'instant, mais Pantin, Montreuil, ça va être peut-être 20% de la population au grand maximum. Mais ces 20% de la population ont des demandes tellement fortes, un goût tellement fort pour la culture, que localement, en particulier sur le plan politique, on a l'impression qu'ils sont plus nombreux qu'ils ne sont réellement. Mais surtout, pourquoi ces personnes plus aisées qui viennent de Paris intramuros sont venues s'installer d'abord dans le bas Montreuil dans les années 1990. C'est essentiellement pour une question de coût du foncier, donc pour une question financière. C'est pas du tout au départ parce que ces populations se sont dit c'est génial, les communes populaires, les gens ils sont sympathiques, ça c'est ce qu'ils racontent a posteriori. Mais au départ, pourquoi ils sont venus s'installer dans les communes populaires? Tout simplement parce qu'il y avait la possibilité d'avoir des surfaces de logements ou de lieux de travail ou de lieux artistiques très très supérieur à ce qui était disponible dans Paris intramuros et à des coûts défiant toute concurrence, en particulier la présence de nombreuses friches industrielles, de nombreux entrepôts, puisque les communes de l'Est parisien ont connu une très forte désindustrialisation, ce qui fait que quand on arrive dans les années 1980 dans ces territoires, il y a plein d'entrepôts qui sont vides et qui n'attendent
que des gens qui soient motivés pour les transformer, pour en faire quelque chose. Donc ces entrepôts, certains ont été transformés en loft, d'autres en lieux de culture, d'autres en zone d'activité économique, pour faire de l'artisanat, etc. Donc c'est quand même la motivation première, c'est quand même avant tout une question financière. Bon, voilà, je vais peut-être pas prendre plus longtemps parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Madame Malice, est-ce que vous avez votre avis sur ce qui vient d'être dit? J'ai un avis très, très relatif, puisqu'en effet, Aubervilliers n'est pas une commune pour l'instant. On voit se dessiner la perspective d'une gentrification. Enfin, comme je réécoutais votre définition, je pense qu'on ne peut pas parler de gentrification à Aubervilliers, et vraisemblablement pas non plus à Pantin, parce qu'ici, en effet, on n'est pas dans un habitat qui aurait été à un moment ou à un autre un habitat bourgeois. Il y a quelques traces d'un habitat rural, mais il faut quand même voir que ce sont des villes qui sont très, très abîmées sur le plan de l'habitat. Donc finalement, l'habitat d'Aubervilliers est un habitat insalubre, très peu constitué. Il y a quelques maisons, quelques anciennes fermes qui constituent le centre de la ville. Mais donc il n'y a pas eu, si vous voulez, une population ouvrière ou de corporations artisanes qui aurait vécu ici dans un habitat, je dirais, solide. Enfin, au fond, l'habitat, et qui serait parti. Au fond, l'habitat d'Aubervilliers a toujours été un habitat extraordinairement fragile, quasiment un habitat de la précarité. J'ai vu un film de Prévert qui a été tourné dans les années 40, et on voit un habitat quasiment de bidonville, enfin de petites baraques d'autoconstruction. Et je dirais qu'aujourd'hui, relativement, on est encore dans une ville extraordinairement pauvre sur le plan de son architecture. Donc voilà, j'apporte cette nuance. Et sinon, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Lechat, c'est-à-dire que je pense en effet que ce qui va être majeur, ce sont les questions, en effet, de l'éducation. On voit que pour l'instant, ce qui résiste évidemment à la venue des populations moyennes à Aubervilliers, c'est à la fois que pour l'instant, il n'y a pas de métro central, enfin, il n'y a pas de métro qui arrive au centre-ville, mais aussi que les populations qui sont tentées, pour l'instant résistent parce qu'elles trouvent que les écoles ne présentent pas, elles, de mixité sociale à leur goût, et donc hésitent à confier leurs enfants à des écoles dont les enfants appartiennent en majorité, enfin à 99%, à l'immigration, oui, exactement. On en parlait tout à l'heure, on peut peut-être réexpliquer ce cas que, par exemple, à Pantin, il y a énormément d'écoles quand même, mais la notion d'excellence, etc., des écoles privées ou écoles publiques fameuses parisiennes, concurrence énormément et ralentit cette gentrification. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots et surtout, vous, les réponses que vous avez avec le portail éducatif, toute l'éducation que vous menez de front et avec la politique culturelle? Je pense qu'il y a autant d'écoles à Aubervilliers qu'à Pantin. C'est pas, autant d'écoles. Pour la population, il y a plus d'habitants à Pantin, donc il y a forcément plus d'écoles. Il y en a plus à Montreuil, évidemment. Mais voilà, donc je pense que le taux d'équipement scolaire, il est alors, je suis pas spécialiste, mais il est réglementé. Et voilà, donc a priori. Les villes ont la responsabilité des écoles maternelles et primaires. Et dans ce cadre-là, effectivement... la Seine-Saint-Denis, globalement, enfin, c'est compliqué. Enfin, à toutes les rentrées, la Seine-Saint-Denis défraye la chronique. Pas forcément Pantin ou Aubervilliers. Cette année, c'était un peu Aubervilliers, je crois. Enfin, sur la question des temps périscolaires, par exemple. Il y a la mise en place des temps périscolaires. Mais c'est une autre question. Simplement, ce qu'on a mis en œuvre à Pantin... sur le temps scolaire, c'est effectivement un portail d'action éducative, culturelle et artistique pendant le temps scolaire, ouvert à la culture scientifique, à la culture scientifique et technique, ouvert au développement durable, ouvert à un certain nombre de secteurs, de champs comme ceux-là, qui fait qu'aujourd'hui, dans cette ville, tous les enfants scolarisés de la grande section maternelle jusqu'au CM2 bénéficient, entre guillemets, d'un projet structurant culturel au sens large du terme par an.
Bon, ok, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que 100% des mômes bénéficient d'au moins un projet. Les conditions de ça, c'est tout de même très complexe et très fragile. C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique que ces projets emmenés par la ville et financés par la ville, globalement, puissent pénétrer l'école. Et il y a aussi une volonté politique de l'école, c'est-à-dire de l'inspecteur de l'éducation nationale, pour ne pas le nommer, et donc du DAZEN, donc de l'académie, de la direction académique, pour que ces projets puissent pénétrer l'école. Mais il n'y a aucune obligation. La ville n'a pas d'obligation en la matière, et l'IEN n'a pas d'obligation en la matière. Si l'IEN ne veut pas que nos projets, ou juge que nos projets ne sont pas intéressants, ou et ça devient très compliqué. Donc tout ça est c'est très volontariste. Alors peut-être que ça participe sans doute de quelque chose de positif, mais on est... pour être à la fois maître d'ouvrage et maître d'ouvrage pour la ville et maître d'œuvre dans ma direction, on manque de moyens en termes de médiation, en termes de portage de projets pour doubler ce qu'on fait déjà. Dire un projet par môme et par an, c'est bien, 2 projets, c'est mieux. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir développer ça, mais ça suppose, encore une fois, quelque chose qui repose sur une volonté politique très fragile, et puis sur des moyens. Alors c'est vrai que ça coûte. C'est un engagement financier de la ville qui n'est pas non plus dément, puisqu'on travaille avec un certain nombre on travaille avec les équipements culturels, mais aussi des structures culturelles associées, celles que l'on conventionne, ou bien des partenaires culturels que vous connaissez tous, le Louvre, le 104, l'Institut du monde arabe, etc. Voilà. Pour cet aspect-là des choses. Et pardon. Non, en fait, je reviens sur ce que tu disais sur l'éducation. C'est intéressant parce que ça montre bien la complexité pour un territoire. En fait, un territoire peut être mixte et des écoles peuvent ne pas l'être, en fait. Oui. Et sur le secteur du Bas-Montreuil, c'était le cas il y a 15 ans, puisque le quartier était déjà mixte. Les profils sociaux avaient déjà changé. Pourtant, les écoles ne l'étaient pas du tout. Il y avait un fort phénomène d'évitement social. Et donc, ça a été le parti pris de quelques familles qui ont décidé de mettre leurs enfants dans les écoles du quartier. Ensuite, la mobilisation d'équipes d'enseignants pour aussi rehausser le niveau des écoles. Donc il y a aussi un volontarisme citoyen d'habitants qui à un moment donné se disent on est à Montreuil, c'est le 93, mais on peut quand même mettre nos enfants. Il n'y a pas de raison de les mettre forcément à Paris. N'ayons pas de préjugés. Donc ça, c'est des choses aussi qui partent de l'initiative citoyenne et qui après se traduisent, c'était le cas à Montreuil il y a 15 ans, puisque le collège du quartier a été classé en géographie prioritaire il y a 15 ans. C'était pas le cas avant, donc du coup, ça a permis aux enseignants d'avoir des moyens supplémentaires pour améliorer aussi la qualité de leurs enseignants. Problème, 15 ans après, si vous avez suivi l'actualité en ce moment, donc l'éducation, le ministère a proposé une nouvelle géographie de l'éducation prioritaire, et il se trouve que Montreuil, suite à l'évolution sociale de ce quartier, ce qu'a décrit Laurent, donc au niveau des profils sociologiques, le quartier n'apparaît plus prioritaire pour un ministère de l'Éducation nationale. Et du coup, le collège n'est plus classé, en tout cas pour la rentrée prochaine, en géographie prioritaire. Et quand un collège n'est plus classé en géographie prioritaire, c'est aussi le cas des écoles. Donc il y a vraiment aussi un enjeu en termes de politique publique, des accompagnements très poussés à un moment donné sur des quartiers, un quartier qui évolue, et puis finalement, les pouvoirs publics se retirent. Qu'est-ce qui se passe après ? Et ça, je veux dire, il y a des cercles vertueux qui se mettent en place, et c'est quand même dommage de ne pas poursuivre les efforts. Et donc, du coup, en tout cas depuis cette annonce, les habitants et les parents d'élèves se sont mobilisés dans le secteur pour du coup faire valoir leurs revendications pour maintenir le collège du quartier en géographie prioritaire, parce que c'est vraiment important, et les choses restent fragiles, hein. On peut vite retourner dans un cycle négatif avec de nouveau des phénomènes d'évitement social. Mais là, c'est vraiment la question comment l'évolution sociale d'un quartier peut être accompagnée par des politiques publiques qui, à un moment donné, étaient très
très intrusive et qui tout d'un coup se retire, justifiant que le quartier est moins prioritaire que d'autres quartiers. Bon, après... voilà. Et est-ce que les associations, en parallèle, peuvent, elles, renforcer cette vision citoyenne que vous parliez tout à l'heure, de cette solidarité? Oui, c'est une possibilité. Après, c'est des complémentarités, hein. Il y a l'acteur éducatif qui travaille en temps scolaire et l'acteur associatif qui va intervenir avec la municipalité en temps périscolaire, avec nous, ce qui sont nos équipements, les centres de loisirs, les centres sociaux, les services jeunesse. Donc des politiques publiques portées par les villes, d'accompagnement social de jeunes, de personnes en difficulté sociale, ou des politiques d'animation culturelle, et qui sont qui complètent ce que fait aussi l'éducation nationale. Donc voilà, après, je veux dire, ça palliera pas au manque de moyens de l'éducation nationale, hein. C'est une certitude, d'autant qu'aussi les politiques publiques municipales sont aussi dans un contexte budgétaire très contraint actuellement. Donc, Et je reviens à Pantin. Est-ce que vous arrivez, en tant que directeur des affaires culturelles, de collaborer, de mener des partenariats soudés avec les associations? Je pense au quartier des Courtilières, qui est un quartier assez sensible. Est-ce que vous arrivez à mener des collaborations pour proposer des événements, etc., de pouvoir intégrer la population, même celles qui, malheureusement, n'arrivent toujours pas à arriver, par exemple, au tas du fil de l'eau? Bon, merci. J'ai tendance à répondre non, mais c'est con. La question du quartier des Courtilières, je ne sais pas si tout le monde a en tête ce que c'est que le quartier des Courtilières. C'est une enclave. Oui. Les gens doivent pas connaître. Voilà. Donc, alors, c'est une enclave. c'est un serpentin. C'est le serpentin des Courtilières. C'était créé par Émile Alliot. C'était à l'époque une œuvre architecturale réputée. C'est toujours une œuvre architecturale. Classé monument historique. Voilà. Oui, donc c'est un quartier de 5 000 habitants, 5-6 000 habitants, qui est situé au-delà du fort d'Aubervilliers et du cimetière de l'Est parisien. Le cimetière de l'Est parisien, qui est le plus grand cimetière francilien, hein, je le rappelle. Ce cimetière ce terrain a été annexé par la ville de Paris au courant du 18e, je parle sous le contrôle du 19e plutôt. 19e, voilà. Et le fort d'Aubervilliers, lui, c'est Thiers, je crois, hein, qui a bon. Donc voilà, donc ce quartier qui n'a pas de continuité territoriale avec la ville de Pantin. C'est-à-dire que c'est un quartier qui n'a pas de continuité territoriale. Il faut passer par Bobigny pour aller dans ce quartier. La station de métro, c'est Fort d'Aubervilliers. Voilà. Et ce quartier, il est très enclavé et c'est très compliqué. Alors, la réponse sur la première partie de ta question, c'est plutôt non. Parce qu'on n'est pas en ordre de bataille. Je pense qu'il faut qu'on soit un tout petit peu humble sur ces questions-là. On n'est pas en ordre de bataille parce que on n'a pas, de mon point de vue, alors là, je suis un point de vue très personnel, il me semble que la dimension culturelle du développement social n'est pas comprise au plan politique, ou la dimension sociale du développement culturel d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui se passent évidemment, mais il y a des choses qui m'apparaissent inconvenantes. Par exemple, la maison de quartier, qui est une maison de quartier assez récente, qui date des années 95, qui a une petite vingtaine d'années, 98 même, donc une toute petite vingtaine d'années, eh bien, elle est fermée le week-end. La bibliothèque, il y a une bibliothèque dans cette maison de quartier. La bibliothèque est ouverte le samedi et la maison de quartier est fermée. Voilà, c'est anecdotique, enfin c'est pas anecdotique, ça révèle d'une absence.
Je suis un devoir de réserve. Et donc, je pense on a fait un certain nombre de propositions. Le champ culturel a fait un certain nombre de propositions. Et globalement, moi, je crois très concrètement aujourd'hui que l'une de nos missions, directeur des affaires culturelles, c'est de pouvoir travailler très concrètement au développement social des quartiers, et pas uniquement sous l'œil potentiellement bienveillant de la politique de la ville qui n'existe quasiment plus, en tout cas qui n'est plus dynamique, et ce depuis pas mal de temps de mon point de vue, sauf sur les questions d'investissement, peut-être. L'ANRU fait encore un travail assez remarquable, mais je prends l'exemple toujours des Courtilières. On est en train de construire en Courtilières une bibliothèque, médiathèque, salle de diffusion, avec une petite salle de diffusion, sans se préoccuper du projet social de la maison de quartier. Voilà. Donc ça fonctionne pas, la maison de quartier ne fonctionne pas, donc on va construire un truc ailleurs. C'est financé par l'ANRU, enfin c'est pas un cas isolé, puis c'est pas, mais on ne se pose pas forcément la question des usages. Pendant ce temps-là, d'autres usages plus religieux, on va dire ça comme ça, se développent très tranquillement, et des centres culturels avec une désobédience particulière se développent très tranquillement. Donc moi je pense qu'il faut restructurer, qu'il faut retrouver des centres culturels laïques, au sens large du terme, dans nos quartiers. On appelait ça des MJC il n'y a pas très longtemps. Voilà. On appelait ça, il y en a encore qui fonctionnent dans un certain nombre de quartiers, un certain nombre de villes. Donc je pense qu'il faut que... Tout ça pour dire que le développement culturel dans les quartiers, au sens large du terme, au sens où il prend en compte aussi la question de la géographie, de la question de l'économie, la question de l'architecture et de l'urbanisme, et les mouvements sociaux. Tu parlais de l'implication citoyenne, évidemment qu'il faut la prendre en compte et se reposer dessus. La puissance publique ne peut pas tout. Monsieur Charlat, on peut revenir sur cet espace enclavé et les liens qu'on peut faire entre l'aménagement du territoire, la géographie et la culture, des propositions culturelles. Bon, je pense que là, on touche quand même au fond de la question et au problème. C'est que dans les banlieues populaires, on a eu un changement démographique majeur au cours des 50 dernières années, dans le sens que les populations ouvrières qui habitaient sur ces territoires et qui travaillaient dans les usines qui n'existent plus aujourd'hui, ces populations ont soit quitté le territoire pour partir ailleurs, en général vers des territoires périurbains assez lointains pour s'acheter un pavillon individuel, soit les enfants de ces ouvriers sont devenus autre chose que des ouvriers, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des professions intermédiaires, voire des cadres. En gros, ils sont devenus des bobos d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que les populations ouvrières d'origine qui votaient communistes, qui travaillaient à l'usine et qui ont fait l'identité culturelle de ces banlieues, aujourd'hui, elles sont marginales. Elles sont plus très importantes. D'où d'ailleurs l'effondrement du système politique communiste. Si le système politique communiste s'est effondré, c'est aussi tout simplement parce que ces électeurs ne sont plus là, n'existent plus. Ou tout du moins, les effectifs ont fortement diminué. Donc moi, je pense que ça pose déjà une première question, avant de passer à la question du changement démographique et donc à l'arrivée de populations immigrées. C'est déjà, finalement, qu'est-ce qui reste de la banlieue rouge et de la culture communiste. C'est-à-dire que finalement, dans ces communes de l'Est parisien, on avait un fort encadrement culturel par le Parti communiste à travers un certain nombre d'associations, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'il reste encore quelque chose? Donc là, je m'adresse à mes deux... surtout à Aubervilliers. Bon, Pantin était communiste à une époque aussi, je pense que ça doit faire longtemps maintenant. Mais bon, voilà. Oui, c'est pas si vieux que ça. Qu'est-ce qu'il en reste? Et déjà, est-ce qu'il en reste quelque chose? Ça, c'est premièrement. Et est-ce que c'est plutôt un atout, les structures existantes, ou est-ce que, je vais peut-être être pas un peu politiquement correct, mais ou est-ce que c'est plutôt un frein à l'innovation culturelle? Alors, de mon point de vue, en fait, je connais assez bien les Courtilières, puisque avant d'être à Montreuil, j'ai travaillé à Bobigny et j'étais sur le secteur Pompières, Étoile, donc qui jouxte les Courtilières.
Et du coup, je connais assez bien ce site. Et c'est vrai que dans ces territoires, en fait, il y a un fort sentiment d'abandon, d'enclavement, mais qui est dû à la configuration urbaine de ces quartiers. Donc, effectivement, il est très important d'avoir des lieux de socialisation, comme peuvent l'être des centres sociaux. Il y a des équipements publics qui peuvent accueillir les populations. Après, ce que tu décris sur un peu le retour au religieux, moi je l'ai aussi constaté sur le secteur, puisqu'on avait aussi des contacts avec des associations culturelles. Bon, c'est toujours compliqué de faire, disons qu'elles se présentent de manière culturelle et après on se rend compte que c'est plus du culte. Toutefois, c'est des interlocuteurs et je pense que, bon, c'est mon point de vue, ça peut être des partis pris qui peuvent être contredits. Pour ma part, il faut discuter avec tout le monde, tous les habitants des quartiers qui veulent s'investir dans la vie de la cité. Il faut pouvoir avoir un échange avec eux pour leur expliquer les choses, le cadre aussi de l'intervention publique. Et c'est à travers le dialogue qu'on arrive aussi à désamorcer toutes les situations. Après, il ne faut pas tout accepter, évidemment, mais je veux dire, si on a des interlocuteurs qui sont de bonne foi et qui sont prêts à s'investir dans le quartier, je trouve qu'il faut pouvoir aussi échanger avec eux. Après, par rapport à ce que tu disais sur l'effondrement du corps communiste, de ce que je vois sur le terrain, c'est une vraie réalité. Les corps intermédiaires ont disparu dans les quartiers, c'est bien le problème. Il y a ce qui soutenait le lien social, c'est-à-dire un peu cette prise en charge, on va dire pas d'un parti, mais en tout cas des activités sociales qui étaient proposées par le parti, donc qui faisaient du lien dans les quartiers. Ça, c'est au fur et à mesure, ça s'est délité. Donc, on ajoute ce phénomène au phénomène de paupérisation, souvent de ces territoires, qui sont souvent des grands ensembles sociaux qui accueillent des populations très fragiles. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus eu suffisamment après de lieux capables d'entendre la demande sociale, d'y répondre. Et donc ça, c'est tout l'enjeu pour ce type de quartier très enclavé. Là, c'est pas à Bas-Montreuil. Là, on est vraiment dans une autre configuration des quartiers de logements sociaux, très enclavés, des habitants en difficulté sociale et peu d'intervention publique finalement. Et du coup, pas les leviers suffisants pour répondre à la demande sociale, ce qui crée chez les habitants un sentiment d'injustice qu'on entend régulièrement, et un sentiment d'abandon. Voilà, pour ce constat que je fais par rapport à ce que tu dis sur l'effondrement du corps intermédiaire, après, et qui n'a pas été remplacé malheureusement par d'autres institutions. Vous vouliez dire? Oui, on est quand même chez Jacques Ralit ici. Et moi, je ne connaissais pas la banlieue quand je suis arrivé en 2004. Je ne connaissais pas la banlieue parisienne. Je viens de Rouen et de Bretagne. Et j'avais dans l'image d'un département, la Seine-Saint-Denis, extrêmement riche en termes de politique publique de la culture. Bon. Je me suis fait une idée depuis. Il y a aussi une histoire. Les grands maires communistes d'avant-guerre, l'éducation populaire, la décentralisation conduite en 82 et la politique culturelle de ce département conduit par les communistes, le taux d'équipement en termes d'enseignement artistique, par exemple, ou en termes de diffusion. Il y a quand même 3 CDN dans ce département. Enfin, dans un CDN, il y en a un à Montreuil, il y en a un à Saint-Denis, la MC80. Voilà, il y a un taux d'équipement qui correspond à un héritage quelque part. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement a priori positif. Ceci étant, les missions
La problématique des missions, alors on peut en parler avec Marie-Josée, si elle a envie d'en parler. Mais la question, là, peut-être où il y a quelque chose qui fonctionne moins bien, enfin qui fonctionne plus, ou qui fonctionne pas, ou qui fonctionne mal, j'en sais rien, mais aussi qui fonctionne bien quelque part sur un certain nombre d'aspects, c'est que ces établissements-là ne peuvent pas tout. Et je pense que les corps intermédiaires dont tu parlais, qui ont disparu dans les quartiers, qui étaient des relais de ces grandes maisons de la décentralisation, ne fonctionnent plus. Et donc, du coup, ces grandes maisons, alors c'est peut-être un petit peu caricatural, se sont soit refermées sur elles-mêmes, soit n'ont pas les conditions de leur développement. Voilà. Mais il y a quand même de jolis restes, quoi. Me semble-t-il, et il y a de quoi bâtir encore. Il y a aussi beaucoup d'acteurs. Il y a un taux d'acteurs qui sont des acteurs institutionnels, mais d'acteurs privés aussi, de structures associatives privées. Puis je termine juste là-dessus, c'est-à-dire que je reçois à Pantin, et je pense que c'est le cas à Montreuil ou dans la première couronne en tout cas, un certain nombre de jeunes associations, de gens qui sont porteurs d'une idée ou d'un projet, qui ne sont pas forcément des gens qui sont demandeurs de fonds publics, qui sont simplement demandeurs d'orientation, ou en tout cas d'aide qui est liée à la connaissance qu'on peut avoir du territoire. Et ce sont des structures sur lesquelles, moi, j'estime qu'il nous faut nous appuyer parce qu'elles sont dynamiques et qu'elles ont besoin de coups de pouce en quelque sorte. Et donc je pense que on assiste à ça actuellement. Et à Pantin, nous recevons pas mal de structures de ce type-là qui sont très intéressantes à travailler, qui prennent le relais, qui sont en train de prendre un relais. Qui résonne sur une économie qui est très différente des économies classiques, qui résonne aussi sur du court ou du moyen terme au maximum, mais jamais sur du long terme. Voilà, je pense qu'il y a là un terreau très intéressant qui se construit avec des gens qui ont une responsabilité citoyenne, justement, et des engagements citoyens, et qui ont aussi des savoir-faire. Ce sont des gens qui ont plutôt 30 ans que 25 ou 23. C'est pas c'est juste une remarque comme ça en passant, qui ont déjà... Non, mais je veux dire, qui ont déjà un background et qui ont une idée ou des idées assez précises de ce qu'ils veulent faire, de comment ils veulent le faire. Je confirme ce que tu dis sur Montreuil. Enfin, moi, depuis que je suis arrivé sur le poste à ce secteur bas Montreuil, j'ai reçu, je pense, une bonne dizaine de compagnies culturelles, de compagnies de théâtre, d'associations qui travaillent dans le champ culturel et qui sont venus me voir pour me demander comment faire pour travailler avec des publics différents de ceux qu'ils accueillent, avec une vraie volonté citoyenne d'aller vers des publics qu'on dit, c'est toujours des termes un peu entre guillemets éloignés des lieux habituels, et avec une vraie volonté de proposer aussi des modes de représentation dans l'espace public, hors les murs, avec une vraie volonté de dire on peut sortir des murs, on peut aller toucher ce public, il faut qu'on renouvelle nos pratiques. Voilà, on cherche un accompagnement, une mise en réseau avec des acteurs du territoire. Et sur le bas Montreuil, il y a foison d'acteurs culturels, de théâtre, de compagnies, que ce soit public ou privé. Donc il y a des mises en réseau possibles. Et c'est vrai que je constate, au niveau de ce territoire, en tout cas, qu'il y a un vrai potentiel culturel avec des acteurs qui veulent aller au-delà et toucher des publics qui participent pas généralement à ce type d'activité, et quitte aussi à modifier leur pratique. Et ça, c'est des choses qu'on peut percevoir. Et un exemple, l'an dernier, on a une compagnie qui était en résidence à Comme vous et moi, qui est un centre de fabrique culturelle sur le bas Montreuil, et qui du coup a fait une dizaine de représentations dans l'espace public, dans les quartiers, dans des espaces publics, et ça a permis de toucher vraiment un public qui venait pas spontanément dans cette structure. Donc on peut noter qu'il y a un potentiel et une volonté aussi pour des acteurs culturels d'aller vers ces publics.
via par exemple le hors-les-murs qui peut être une solution aussi pour toucher un public plus large. Madame Alice. Je voudrais revenir sur quelques points en fait. D'abord, je voudrais amener ici un point qui est que, à mon sens, pour revenir sur le quartier Les Courtilières par exemple, je pense qu'il faudrait désormais, quand on tient des instances comme ça de réflexion sur ce que peut la culture pour le social, je pense qu'il faudrait s'habituer à considérer que fait partie du champ culturel l'architecture. Réellement, quoi. Et c'est malheureusement trop souvent que ces disciplines-là sont séparées. Et je pense que, voilà, pour des quartiers comme ceux-là, il est évident que si on n'invite pas l'État, la puissance publique, à considérer qu'il faut desserrer l'architecture, qu'il faut rendre ces quartiers aux gens, qu'il faut aller contre une réglementation qui les empêche de s'approprier leur habitat, je pense que vous aurez beau y mettre tout un tas de choses à l'intérieur du quartier, vous ne ferez pas que les gens se sentent de nouveau investis de la capacité à penser par eux-mêmes l'endroit où ils habitent. Ensuite, je voudrais dire, donc je pense que c'est très important, je pense qu'il faut qu'on soit maintenant tous les acteurs culturels identifiés comme tels, porteurs de revendications sur les espaces. Voilà, parce que sinon, il y a une injonction qui pèse sur nous, et il est évident qu'on ne peut pas grand-chose tout seul. Il y a des questions fondamentales qui doivent être abordées tous ensemble. Ensuite, évidemment, il faut du coup redonner une définition à ce qu'on appelle la culture. Et c'est vrai que l'héritage communiste nous aide à le penser. Moi, ce que je retiens de l'héritage communiste, c'est que malgré tout, et après on parlera de ce qu'il en reste et si ce qu'on a hérité est adapté à la situation actuelle, mais malgré tout, ce que je retiens de l'héritage communiste, en dehors de sa générosité, en effet, c'est magnifique ce territoire. Quand on regarde l'espérance qu'il a portée et qui s'est traduite en actes, ce qui se passait aussi, c'était donc que quand même le projet culturel, il était porté par les gens, dans une vision construite, certes. Voilà, il y avait un discours de l'émancipation culturelle. Et donc la culture n'était pas une activité à côté de la vie, elle était partie prenante d'un projet de subjectivation, un projet complet. C'est-à-dire que le peuple, les enfants du peuple, étaient invités à devenir des sujets par le travail, par la culture, par tout un tas par la politique, par l'activité militante, et ça faisait partie, la culture prenait cette place-là. Petit à petit, ou concomitamment, parce que je crois que l'histoire du Parti communiste à cet égard a toujours été compliquée. En même temps qu'il y avait évidemment cette volonté, je dirais que en même temps ou petit à petit, on est revenu à une vision un peu, détachée de la culture. La culture étant comme la chose à côté, qu'on ferait comme une espèce de, je sais pas comment dire, qui petit à petit était en déliaison avec le projet de construction subjective, en fait, le projet d'émancipation. Voilà. Donc ça c'est pour et quand donc je parle de l'architecture, etc. Je parle et de la culture. Je parle de la manière dont maintenant il faut qu'en effet ce qu'on fasse, c'est que nos projets réarment les gens, leur redonnent le sentiment que ce qu'on prépare là, c'est pas la conquête de la culture. On n'est pas là pour conquérir la culture du dominant. On n'est pas là pour se donner un vernis culturel, et on n'est pas là non plus seulement au titre de la pacification sociale. On est là éventuellement pour envisager ensemble comment on pourra agir sur notre destin. Et je pense que les MJC, en effet, avec leur incorporation directe, comme ça, le fait qu'elles étaient proches des gens, qu'elles étaient dans les quartiers, etc., étaient en fait, en effet, des espaces dans lesquels les jeunes venaient pratiquer les arts et la culture. Mais tout ça était lié, je pense, à l'idée que ce qui nous appartenait de construire, c'était la capacité de forger notre propre avenir. Donc là, on voit qu'on est très loin de tout ça. Après, c'est toi qui m'as, l'autre jour, quand on s'est vu, alerté sur un point que je trouvais passionnant. Alors, si je reviens à Aubervilliers, et à cet héritage qui est le mien ici, qui est particulier, puisqu'en effet, c'est la ville de Jacques Ralite. L'autre jour, tu m'as passionné parce que tu disais qu'en fait, les histoires de Pantin ou d'Aubervilliers ne se comparaient absolument pas, au sens où, de fait, ici, nous avons eu une culture communiste qui a parié sur des équipements nationaux.
donc CDN, Conservatoire national de région, etc. Et Pantin n'a pas fait ce pari-là. Et de fait, tu disais, j'ai trouvé ça, du coup j'en ai conçu une envie mortelle, que du coup ça vous permettez, vous, de développer désormais une politique culturelle armée, faite de chevaux légers, alors que nous avions à porter le poids de ces maisons, de ces institutions, centres dramatiques nationaux, en effet, qui sont des maisons qui, évidemment, se sont petit à petit, je pense, en effet, fossilisées. Puisque, entre le moment où le CDN a été construit par les gens, en essence, et le moment où il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, évidemment, la capacité qu'avaient les gens de porter le projet, de l'alimenter, c'est tari. Et on est devenu, en effet, une sorte de fleuron de la politique culturelle, mais pour finalement servir une offre, enfin une idée de la culture qui est, en gros proche de celle de Malraux. Je pense qu'à cet égard, il y a une espèce de quasiment de régression. Donc moi je suis là pour me demander qu'est-ce que je peux faire pour revitaliser ça. On en parlera tout à l'heure si vous voulez, parce que je pense que j'ai déjà... Bon, vous pouvez même continuer parce que vous parliez d'espace et dans votre manifeste vous parliez de théâtre pour le public. Et comment vous gérez ça avec la programmation? Comme moi je suis très tendue sur cette question de qu'est-ce que c'est que la culture et que j'essaye d'échapper à tout un tas de prédicats ou d'injonctions qui me déplaisent, puisque en effet moi ce qui m'intéresse c'est comment on va travailler le futur, comment on va travailler éventuellement le possible. Déjà je dirais que moi ce qui m'intéresse c'est l'art, parce que la culture je sais pas ce que c'est en fait. Enfin je sais plus ce que c'est. Et il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, mais je vais pas faire ma snob, hein, je vais essayer de préciser ça, mais il y a 3 semaines, par exemple, j'étais invitée au ministère par Fleur Pellerin, qui cherche à réactiver en ce moment un programme qui avait été conçu par Jacques Ayagon, qui s'appelle Vivre ensemble. Et évidemment, c'est suite au meurtre Charlie. Donc, comme on est comme ça dans des séquences où tout d'un coup, quand la culture majoritaire montre qu'elle n'a pas la capacité d'intégrer, alors il y a des coups de balancier tout d'un coup où on nous demande de faire droit aux cultures minoritaires. Et alors on a connu ça, enfin, des séquences historiques fréquentes, enfin, dans les années 80 c'était le hip-hop, etc. Donc tout d'un coup, quand l'universalisme de la culture républicaine est en défaut, on nous demande du coup, alors là on nous demandait de veiller à la représentativité sur nos scènes, de la diversité culturelle, etc., etc. Donc moi je pense que pour échapper à cette dialectique très dure, qui est tantôt la culture majoritaire qui va intégrer, tantôt quand on n'y arrive pas, l'émiettement des cultures minoritaires à qui on fait droit, je pense que la seule chose qui permet de dépasser la dialectique, c'est l'art, parce que en effet je pense que quand on fait de l'art, quand on se pose la question de l'art, on est face tous à un langage étranger. On est tous étrangers devant l'art. On est tous en train de construire la culture à venir. Et on ne sait pas quelle elle est. On dispose des coordonnées qui sont, pour nous tous, à inventer. Voilà. Donc moi, ici, c'est ce que j'essaie de faire. Ce que j'essaie de dire, d'abord, c'est que ce qui a à mettre pour tous, parce que c'est sa vocation, c'est l'art et pas la culture. Et on pourra me virer s'il le faut, mais je défendrai jusqu'au bout l'idée que je ne suis pas ici venue, donner à des gens qui ne l'auraient pas la culture. Je ne suis pas venue pour ça, pas du tout. Je suis venue pour voir quelles sont les coordonnées nouvelles de l'art, enfin, quel est l'art, et comment, du coup, face à l'art, se réinvente un principe égalitaire, puisque l'art est nouveau pour tout le monde. Même moi, je suis éduquée, je suis obsédée par la question du médium théâtral, mais quand je vois des œuvres artistiques fortes, je suis dans un état d'étonnement. Et cet état d'étonnement, voilà, c'est égalitaire, c'est ce qui vaudra pour tous, à mon avis. On sait déjà. Ensuite, point par point, on essaie de se poser les questions, en effet, de comment, du coup, cet art peut être pour tous, comment, physiquement, on va attester
qu'il est pour tous. Donc évidemment, on a un programme de pièces qu'on va jouer hors les murs, mais qui sont des pièces construites avec les gens, qui sont une invitation lancée à des artistes, une invitation qui est: est-ce que la vie des gens, est-ce que les situations que vous rencontrez dans cette ville inspirent quelque chose à votre art, vous font faire de l'art autrement? Donc on essaie de montrer que la vie des gens, ce qui nous environne, le lieu, fabrique de l'art, fait faire de l'art, et que cet art, donc, se faisant en contact avec la population, c'est pas de l'action culturelle, hein. C'est pas des petites piécettes qu'on va jouer hors les murs, hein. C'est de l'art. J'ai demandé à Maggie Marin de le faire. Mais évidemment, comme ces artistes, ces grands artistes, font ça avec les gens, on espère que par là va se manifester immédiatement la démonstration que c'est pour vous, pour les gens, puisque ça se fait avec vous. Et puis un point qui en ce moment m'obsède, c'est le point de l'espace, le point de l'architecture, le point de nos architectures théâtrales. J'espère que mon mandat servira à inventer pour le théâtre de la Commune une autre architecture. Et que je crois qu'aujourd'hui, on est à un moment où les architectures théâtrales on arrive à une fin de séquence, ça fait longtemps, et que notre tâche est de nous demander quels espaces il nous faut, quelles nouvelles alliances il faut prononcer entre l'architecture théâtrale et quoi, l'architecture sociale, c'est tout un chantier, hein. Je n'ai pas les réponses, mais je pense qu'il faut qu'on se mette je pense qu'il faut qu'on se mette en disposition de chantier. Voilà. Il ne faut pas seulement qu'on se dise qu'on a hérité, servir l'héritage, mais je pense qu'il faut qu'on se remette dans une tension complètement de nouveau constructive, expérimentale, hypothétique. Et alors, à cet égard, peut-être que le fait d'être dans un centre dramatique national peut aider, au sens où ce qu'il faudrait que l'État entende, c'est que les centres dramatiques nationaux devraient être des lieux de nouveaux prototypes, des endroits qui ont suffisamment d'argent et de puissance professionnelle, d'expertise professionnelle, pour que dans leurs murs, ce qui se déploie désormais, ce sont des hypothèses, des prototypes qui aideront à penser de nouveaux lieux de la culture, de nouvelles manières de faire. Je parle trop. Non, mais justement, je voulais rebondir un peu sur ce qu'on vient de dire. C'est effectivement, il y a une thématique qui me paraît extrêmement importante à aborder dans les territoires tels qu'Aubervilliers, Pantin ou Montreuil, c'est la thématique multiculturelle. Du fait des changements démographiques majeurs qui sont constatés sur ces territoires, aujourd'hui on a affaire à des territoires qui sont multiculturels. Multiculturels avec des populations qui viennent de tous les pays du monde. Alors, on n'est pas dans des territoires où on aurait une population et une culture dominante. On est dans des territoires où on a des dizaines de cultures avec des populations qui viennent du monde entier. Donc une fois qu'on a pris conscience de cette chose, on a quand même un atout énorme. C'est-à-dire qu'on a probablement des territoires sur lesquels il y a potentiellement, je dis bien potentiellement, on est d'accord, une diversité culturelle infinie. Une diversité culturelle infinie, ce qui sous-entend qu'en gros, la création, elle est aussi quasiment infinie. On a quand même un atout qui est énorme. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient, ailleurs dans le monde, pouvoir avoir à sa disposition des territoires comme cela. Oui, d'ailleurs, à cet égard, je pense qu'il faudrait considérer ces lieux profondément comme des lieux d'avant-garde, en fait. Je vais vous donner un exemple. Il y a 10 jours, des élèves d'un lycée ici, le lycée Le Corbusier, sont allés présenter devant le Conseil économique et social une sorte de plaidoyer, d'analyse argumentée sur pourquoi l'école française fabriquait du malheur et de l'échec. Et dans le même mouvement, ils ont présenté leurs idées, leurs programmes pour une école du bonheur. Et d'ailleurs des idées qu'ils mettent en pratique.
C'était extraordinaire, c'était un niveau de discours extraordinaire. Et les gens du Conseil économique et social étaient médusés par l'intelligence, la capacité qu'avaient ces élèves de réinventer les plus grandes théories de la pédagogie. Hein. Donc eux notamment défendant l'idée de qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, et si on ne nous apprend pas l'apprentissage sur le mode de la création, c'est-à-dire apprendre, c'est apprendre que des gens ont inventé des choses en fait. Qu'une formule mathématique par exemple est le fruit d'une invention, et pas un savoir mort qu'il faut ingurgiter. Bon, bref, et dans la foulée, ces élèves aussi, on parle d'élèves de terminale, hein, sont venus expliquer au Conseil économique et social qu'en fait l'idée de l'enseignement du fait religieux, donc, qui est d'actualité, était une parfaite crétinerie. Et pourquoi, disait-il? Parce que l'enseignement du fait religieux dans notre classe, c'était très beau, il y avait tous les gamins, chez nous, disait-il, ne toucherait qu'à peu près 35% des élèves. Donc les monothéismes ne touchaient que 35% des élèves présents. Et donc il y a un gamin qui a dit, bah oui, moi dans ma famille on pratique le vaudou. Il y en a un autre qui a dit, moi dans ma famille on pratique le culte des ancêtres. Enfin, c'était, vous imaginez la démonstration toute simple. Et du coup, ils y opposaient, c'est là que je parle d'avant-garde, ils y opposaient une autre idée. Bon, voilà, il ne faut pas se gêner, enfin, ils sont très intelligents, quoi. Et ils ont dit, bah, nous on propose à l'inverse que la République nous apprenne les mythes fondateurs de toutes les cultures. Donc de l'anthropologie comparée, l'anthropologie des mythes. Et ils ont dit, bah, nous on a commencé. Voilà. Et ils ont en effet inventé un système où ils recueillent auprès de leurs parents les mythes fondateurs, etc. Et comme ça, en effet, ils sont... vous voyez ce que font ces enfants, quoi. C'est considérable. Enfin, et je pense qu'ici, à tous égards, en effet, tant sur le plan architectural, tant sur le plan de l'invention de nouvelles manières de bâtir du commun, que sur le plan éducatif, etc., il faudrait qu'on considère ces territoires comme des territoires d'avant-garde. Et tant qu'on les considérera comme des territoires qui ne font que subir la pauvreté et qui attendent simplement d'en être délivrés par la gentrification, on n'aura évidemment rien fait, à part accompagner le cours de l'histoire qui n'est pas bien brillant non plus, quoi. Alors si je peux compléter un petit peu ce que vous avez dit, je trouve que c'est très intéressant, d'autant plus qu'on a affaire à des populations qui souffrent de quelque chose qui est effectivement le déficit socioculturel des parents. Parce que là on parle des enfants, bon effectivement on a souvent face à des parents qui n'ont pas de diplôme ou très peu de diplôme, qui ne maîtrisent pas forcément très bien la langue française et surtout qui maîtrisent souvent pas très bien leur propre culture d'origine. Et je me demande si l'enjeu aussi c'est pas que ces enfants se réapproprient leur culture d'origine. Or, souvent, pour eux, leur culture d'origine, en dehors de la cuisine que fait maman, ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est leur culture d'origine. Et je pense que là, c'est vraiment l'élément important. Donc déjà qu'eux se réapproprient leur culture d'origine et soient capables aussi de faire une création artistique à partir de leur culture d'origine, mais qu'aussi, ils soient capables de faire le lien avec la culture, on va dire, française majoritaire. Ils s'en attestaient exactement comme vous le dites. Un élève a dit, et donc j'ai demandé à ma mère de me raconter un mythe fondamental de notre culture, et c'est la première fois que je l'ai vue sourire, comme ça, et elle m'a raconté, et il disait ça, je me réapproprie ma culture, ma mère se sent autorisée à la revivre pour elle, enfin à me la transmettre, et en même temps ça se faisait dans l'espace commun d'une classe où il y avait à peu près en effet 20 pays d'origine représentés, et dans une totale intelligence sur la capacité, totale intelligence sur le partage, la comparaison, exactement. Mais là-dessus d'ailleurs, il y avait une question qui m'a toujours un peu taraudé, c'est que finalement, des institutions qui valorisent les cultures étrangères en région parisienne, finalement, on les a toutes mises à Paris Intramuros, l'Institut du monde arabe, le musée du Quai Branly, même le musée d'art africain, le musée de la Paire, tout ça c'est un Paris Intramuros et finalement on ne comprend pas trop. Est-ce qu'il ne serait pas bien aussi que l'État décentralise, je ne sais pas, quelque chose tout bête, un musée de la culture maghrébine? Est-ce qu'il y a quelque part un musée de la culture maghrébine en France? Rien. Oui, l'Institut du monde arabe n'est pas sur la culture maghrébine, il est sur le monde arabe dans son ensemble. D'accord, oui, mais c'est l'islam, c'est pas la même chose.
Je veux dire, je pense qu'en banlieue, on est dans ces territoires multiculturels, ça pourrait être quand même extrêmement intéressant. C'est-à-dire que ces enfants eux-mêmes puissent avoir un lien aussi avec les productions culturelles de leur culture, sachant qu'on a quand même une chance en France, c'est qu'on a des collections culturelles du monde entier gigantesques, parce que bon, on a souvent piqué aussi ailleurs, il faut le reconnaître. Mais bon, tout du moins, voilà, on a des collections. Mais le mouvement splendide, là, c'est que, en fait, il n'en appelait pas, si vous voulez, justement. C'est très important, hein. Je pense que c'est ce que vous dites en partie, ça n'invalide pas ce que vous dites, mais ils n'en appelaient pas, eux, évidemment, à un retour à une culture, à une culture identitaire, en fait. C'était pas du tout répressif. Ils disaient, il n'y a pas de problème, enfin, nous, ce qu'on veut, c'est vivre ensemble dans le futur, tous ensemble, en fait, dans cette société-là, etc. Et ça nous intéresse. Donc c'est l'anthropologie comparée, parce que ça va nous permettre de dépasser. Mais en effet, ils attestaient du fait que du coup, ils pouvaient se balader tranquillement dans leur propre culture et dans la culture de l'autre, et que ça n'était plus l'enjeu de crispation identitaire, etc. Et c'est là que je dis qu'il y a, en effet, là, c'est un mouvement saisissant, enfin, d'une intelligence considérable. Et ils disaient que c'était possible pour eux, par le biais, en effet, essentiellement de pratiques créatives, artistiques, etc. C'était ça qui les avait mis en... Et c'est comme ça, disait-il, qu'ils voulaient apprendre, en fait. Être dans l'idée que l'apprentissage, ce qu'on a à faire à l'école, c'est ça. C'est faire des hypothèses, découvrir qu'avant nous, les mathématiciens étaient des allumés, qui inventaient des formules, comment créer une œuvre d'art. Enfin, c'est ça qu'ils veulent, les gamins. C'est super bien. Et finalement, d'après vous, la culture amenée par les bobos, entre guillemets, c'est plutôt un atout ou finalement c'est plutôt un problème par rapport à ce développement culturel que je dirais endogène, c'est-à-dire à partir des populations qui sont présentes sur ces territoires et pas de populations qui viennent de l'extérieur. En gros, est-ce que le bobo a tendance à arriver à amener sa culture, à créer son exotisme, mais de lui-même, et qui finalement ne répond pas forcément à ce que souhaitent les populations présentes sur ces territoires d'origine étrangère, ou est-ce qu'au contraire il peut accompagner En fait, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais la culture bobo, vraiment très... Je ne peux pas esquiver parce que comme je ne le vis pas ici, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, je suis quand même assez sensible à ce que tu nommais, c'est-à-dire comment des nouvelles formations artistiques, politiques cherchent de nouvelles comment dire, comme de nouvelles économies, comme de nouvelles économies des fins et des moyens. Il y a de nouveau maintenant des gens qui cherchent de nouvelles pragmatiques, quoi, qui sont soucieuses d'une échelle d'action, qui sont soucieuses d'invention, qui sont en train de traverser les schémas hérités, en effet, qui sont ceux des grandes maisons, où on viendrait comme à la messe, voir un grand spectacle, et puis dans une messe plus relative, dans la petite salle, un spectacle à risque. On voit que maintenant, en effet, les gens chacun cherche à réinventer des échelles d'action qui remèlent, qui permettent de nouveau que la question de l'art soit une question traitée avec les gens, qu'on se demande tous ensemble, mais qu'est-ce qu'on a à faire ensemble, comment ça peut nous aider, quelle est la fonction de l'art, comment on peut le partager. Alors ça, peut-être que ça fait partie de la culture bobo, au sens, c'est quand même une culture qui est sensible aux questions, en effet, des nouvelles écologies, enfin, pas seulement l'écologie verte, hein, mais des nouvelles écologies, enfin, des nouvelles combinaisons pour faire avec les gens dans des situations données, des quartiers donnés. Enfin, et ça, je pense qu'il ne faut pas le minorer, enfin, je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais rien. Moi, évidemment, je suis un peu plus énervée toujours, je suis un peu plus révolutionnaire que le truc, mais je pense que maintenant, il faut que j'apprenne la patience. Et donc... Sur ce que tu disais sur le multiculturalisme, je trouve que c'est vraiment un point de vue qui tranche avec les discours qu'on entend actuellement, mais moi je partage ton point de vue. Après, c'est le modèle français, on est sur un modèle très intégrationniste, limite assimilationniste sur l'éducation nationale, où finalement on promeut des valeurs qui par ailleurs ne sont pas toujours vécues par les habitants concrètement, ce qui pose des crispations, et finalement même ce qu'on a appris à l'école, c'était l'histoire de France de manière très, très générale, et c'est vrai qu'il n'y a aucun, je ne me rappelle pas, aucun moment de valorisation des cultures d'origine, de
des écoliers qui étaient présents pendant ces cours. C'était donc c'est vrai que je pense que c'est un autre parti pris à prendre. Je veux dire, après, il faut assumer ce multiculturalisme qui est souvent assumé dans les discours et pas forcément dans les faits. Et en tout cas, dans les politiques publiques, moi, je trouve que c'est des choses qui ne sont pas valorisées. Donc, après, il y a des grands discours qui sont sur la République, les valeurs, liberté, égalité, fraternité. Et après, au quotidien, c'est beaucoup plus nuancé. Et les acteurs qui portent ces politiques ne portent pas eux-mêmes souvent ces valeurs. Donc ça devient après compliqué pour les habitants de se sentir impliqués, intégrés dans une communauté sans vivre au quotidien ces choses-là. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on fait dans les quartiers. Mais le multiculturalisme, oui, c'est vraiment, je trouve, il faut aussi être dans des logiques de valorisation. Et intégrer les gens dans une communauté, c'est aussi valoriser leurs origines de manière positive. Et ça peut permettre des échanges constructifs et la participation à une culture commune pour toutes les personnes qui sont citoyens français. Et c'est vrai que c'est des approches qui ne sont pas, je trouve, celles qui sont promues actuellement. Bon, après, c'est des... Si ça vous intéresse, ces jeunes sont à l'origine d'un colloque qui aura lieu ici le 6 juin, où il y aura donc des sommités, il y aura toutes les sommités d'anthropologie, qui vont venir examiner la proposition qu'ont faite les élèves de terminale du lycée Le Corbusier sur l'enseignement des mythes fondamentaux à l'école, en remplacement de l'enseignement du fait religieux. Donc je vous invite à venir, parce que je pense que ça va être un grand moment, une fois de plus, sidérant. On va voir des gamins pousser les grandes instances intellectuelles et étatiques à envisager une hypothèse dont ils sont porteurs. Après, ce que tu disais sur la culture bobo, est-ce que c'est un atout dans un quartier comme par exemple le Bas-Montreuil, qui est très, comme je disais, hétérogène socialement? Alors en fait, il n'y a pas de réponse, c'est des réponses nuancées que je vais faire, hein. C'est pas pour botter en touche. En fait, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a des actions sociales, il y a une volonté d'aller vers l'autre, qui finalement n'est pas forcément efficace dans les faits. Je pense qu'il y a beaucoup d'habitants du quartier qui sont prêts à s'investir dans des actions culturelles, dans des actions d'animation sociale, qui sont prêts à partager et à modifier peut-être leur pratique aussi pour pouvoir être dans une dynamique collective avec des gens d'un milieu social moins favorisé. Mais la dynamique est très difficile à mettre en place, hein, puisque l'action en elle-même est décidée par des habitants qui ont une volonté de faire, je prends un jardin partagé, c'est un exemple, on en a pas mal sur le secteur du Bas-Montreuil, et c'est des projets qui sont portés par des collectifs d'habitants qu'on accompagne, avec une volonté pour ces collectifs aussi d'ouvrir ces jardins vers le quartier, de manière aussi à favoriser la participation de personnes issues de catégories sociales moins favorisées. Donc, le projet s'est mis en place, il est accompagné, et au final, ces collectifs se traduiront souvent, pas tout le temps, souvent par une participation de gens bien installés dans les réseaux d'acteurs, et donc il y aura une difficulté à faire participer tout le quartier dans sa représentativité à ce type de micro-projet. Après, à quoi c'est dû? Mon point de vue, c'est que c'est des choses qu'il faut travailler sur le long terme. Il faut vraiment accompagner ce type de projet. Quand on veut faire participer des gens qui n'ont pas du tout l'habitude et pour qui c'est pas la priorité, souvent ces projets sont réalisés, ils vivent, et après le constat est fait que ça n'a pas pu toucher l'ensemble des habitants l'ensemble. En tout cas, ça peut toucher une part représentative des habitants du territoire. Mais c'est après, c'est des choses à construire, hein, c'est très compliqué. Hein, même nous, professionnels, hein, la participation de populations invisibles dans un territoire, c'est une vraie question pour laquelle on n'a pas de réponse miracle. Hein. Il y a des outils qui peuvent être mis en place, il y a des formes de communication, de promotion d'actions qui peuvent être mis en place. Après, c'est des choses qu'il faut vraiment travailler sur le long terme et qui nécessitent une approche très humble de ces choses-là. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés pour participer à la vie de quartier, il faut aussi le savoir. Il y a des gens qui ont
une vie, des problématiques qui voilà, doivent se... Enfin, donc ils n'ont pas l'intérêt forcément pour la pratique citoyenne. Donc après, il faut tendre vers ces personnes. Mais il y aura une fraction qui sera évidemment réfractaire parce qu'elle n'a pas le temps ou l'intérêt tout simplement pour prendre part à ces actions. Donc voilà. Alors, Pas tout nuancé, je dirais. Alors tout à l'heure, j'ai entendu un peu des réactions dans le public. Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions ? Tout à l'heure, Marie-Josée Malice, vous disiez... Non, en fait, j'ai plusieurs questions. Déjà, j'aimerais bien savoir quel est le public, le type de public qui vient ici. Enfin, je pense qu'il y a que 60-70% qui sont des gens qui viennent de Paris, qui se déplacent ici pour aller voir vos spectacles. Et donc, comment vous faites, comment vous essayez de faire venir des gens d'Aubervilliers pour faire des spectacles. Enfin, concrètement, vous parlez concrètement, quels sont vos projets, quelles sont vos idées, comment vous essayez de faire converger plein de populations ici et surtout de faire venir les voisins, quoi, les gens qui habitent à côté. Oui, j'ai compris. Oui, bon, alors on commence, hein, donc de fait, la sociologie du public, on a quand même celle qu'on a héritée, hein, on en a une vision quand même. On sait qu'en effet, il y avait, si vous voulez, une sociologie qui reposait sur deux jambes, en gros, enfin, trois peut-être. Peut-être, je dirais, le public communiste militant qui a porté ce théâtre toujours, un public plutôt vieillissant, public communiste et donc les représentants associatifs qui se sentaient comme ça investis symboliquement de la responsabilité de ce théâtre. Et puis, plutôt, alors, sur la fin de la direction de Didier Bezas, plutôt, je dirais, un public de la petite bourgeoisie francilienne, enfin, vieillissante aussi, petite bourgeoisie, qui venait voir des formes, voilà, assez académiques. Et puis peut-être le troisième pied du trépied, ce serait le public scolaire. Voilà. Donc nous, on a fait partir à peu près tout le monde. Donc on commence... C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y a une clarification. Donc je présente, mais bon, le public militant, historique, communiste n'est pas très content. Il est brave. Il est bénévolant, il se dit, bon, c'est très pénible ce que font ces gens, mais on va quand même essayer d'y croire un peu. Mais quand même, on sent que c'est beaucoup moins... Non, ça les fait beaucoup moins rigoler. Le public, la petite bourgeoisie qui venait voir en gros un peu des têtes d'affiche parfois, puis sinon des spectacles de bonne aloi, mais plutôt des spectacles thématiques, je dirais. Lui, il nous a plutôt quittés très vite. La rupture a été très affirmée, hein. Et le public scolaire, il est toujours là, on le travaille, on a hérité des manières de faire, et en même temps, on invente nos propres manières. Je pense qu'on a une manière de s'adresser à eux, hein, qui est un peu nouvelle, un peu directe, un peu... et pour cause aussi, parce que les spectacles qu'on présente sont tout à fait différents, donc il faut, si vous voulez, ce type de spectacle, Rodrigo Garcia, etc., qui sont programmés pour des raisons toujours très précises. Hein. Par exemple, Rodrigo Garcia, la motivation à le faire venir, ça a été une discussion que nous avons eue avec lui, où moi je lui disais, mais finalement le destinataire de tes textes, la jeunesse mutilée par la société de consommation, ce destinataire symbolique, tu le rencontres jamais. Quand tu joues au théâtre du Rond-Point, c'est pas les adolescents que la société de consommation mutile que tu rencontres. Donc je lui avais dit, viens à Aubervilliers les rencontrer. Donc partant de là, après, du coup, on va dans les classes et on raconte des choses aux gamins. Enfin, on les invite à venir nous voir sur des pactes très précis.
Donc pour le reste, en effet, pour ce qui est de ce qui commence à les germes du nouveau public, pour l'instant, en effet, c'est plutôt une jeunesse artistique parisienne. Donc je dirais le public amateur de théâtre, amateur éclairé, jeune, qui cherche un peu la modernité. Voilà. Et puis quelques personnes d'Aubervilliers lassées par la programmation précédente, qui ne s'y retrouvaient pas, dont des gens un peu plus jeunes, ou un peu plus, je dirais, en polémique avec la rhétorique communiste installée. Souvent des gens de gauche, d'ailleurs, qui, à mon avis, votent communiste encore, mais qui étaient un peu agacés quoi, par les ambiguïtés de la politique culturelle. Et puis, évidemment, ici, comme on l'a dit, ici, c'est le sous-prolétariat. Ici, c'est pas le gros de la population, c'est le sous-prolétariat international. C'est-à-dire, c'est pas la classe moyenne, c'est pas les salariés, bon, des ouvriers, il n'y en a plus guère, enfin, encore que, hein, mais ici, on a vraiment des populations dans une extraordinaire pauvreté. Souvent, on dit qu'à Aubervilliers, les gens viennent, et quand ils sont un peu restaurés, quand ils sont un peu, ils partent. Donc ce public-là, on essaie de le faire venir, on y arrive très peu, mais on y essaie justement par ce programme dont je parlais, qui est un programme comme ça de création. Donc on a un programme très volontaire, 3 créations par an, qu'on appelle les pièces d'actualité. La prochaine, qui aura lieu en mai, sera faite par Olivier Coulon-Jablonka, donc un jeune metteur en scène intéressant, chouette quoi, qui va travailler justement, alors parce que comme tous les artistes qui sont dans ce programme, il a enquêté sur le territoire, sur les situations, et lui par exemple, il travaille, et vous verrez sur le plateau, et s'ils n'y sont pas, ce sera significatif, c'est parce que la loi ne l'aura pas permis, mais vous verrez sur le plateau des sans-papiers qui habitent dans un squat, avenue Victor Hugo. Donc là, le phénomène est assez intéressant parce que du coup, évidemment, on l'a déjà vécu avec la première pièce qu'avait faite Laurent Chétoine. Là, donc il y a tout un corps comme ça de sans-papiers, une vingtaine de personnes qui travaillent en ce moment avec Olivier. Évidemment, autour de ce corps constitué pour la pièce, il y a énormément de gens qui les entourent, qui sont concernés de près ou de loin par la situation de ces gens. Et donc, évidemment, qu'ils vont venir voir la pièce. D'ailleurs, en ce moment, on a un problème parce qu'ils nous ont demandé comment on allait faire, si on pouvait tous les inviter. On est très embêtés parce que, évidemment, du coup, quand on ambitionne aussi de faire venir des gens comme ça, pour qui 6 euros, c'est cher. Donc, c'est quand même une faculté, du coup, d'anarchie, de mise en déroute de tout le système qui est assez frappante. Mais voilà ce qu'on essaie de faire, si vous voulez. On essaie de répondre très directement, très littéralement au fait que qu'est-ce que c'est qu'être ici. Et moi, si vous voulez, j'essaie de tenir la tonale, c'est-à-dire est-ce que le fait d'être ici fait faire de l'art. Donc je m'intéresse aux gens, mais dans un prisme obsessionnel qui est celui de l'art. Parce qu'on sait sinon que la menace qu'on court, c'est en effet de faire un programme spécialement adressé aux gens, selon un point de vue paternaliste. Et du coup, on se met à programmer des œuvres faciles, des œuvres identitaires, des œuvres patin et couffin, à faire de l'éducation, de l'action culturelle. Et l'art en prend un bon vieux coup. Donc, d'où ce programme de création, du coup, de faire la journée du 8 mars avec les femmes d'une banlieue particulièrement gratinée. Et évidemment, ce qu'on leur demande à ces dames, qui sont toutes issues de l'immigration, c'est de venir raconter comment leur mari leur fout des beignes le soir, ce qui est horrible en fait. Donc, le dernier exemple étant l'exemple catastrophique, les autres étant des exemples vertueux, mais où on sent qu'en effet la grande inquiétude, la grande question, c'est l'art en fait. C'est jusqu'où peut-on engager les gens dans l'aventure formelle la plus haute, en fait, la plus belle, celle qui nous touche le plus. C'est la question. On n'a pas beaucoup de temps, peut-être une dernière question. Non, mais je en tout cas, à qui adresser l'art? À tous. Parce que c'est un peu compliqué. Justement, il y a des publics comme Verviers, par exemple, qui ne se sentent pas forcément
Votre génération est tout à fait extraordinaire, elle est assez conservatrice d'abord, et souvent moralisatrice en fait. Alors, les piécettes, les autres choses se font... On vit dans un monde extraordinaire où tout cohabite. Après tout, d'autres font autre chose. Donc moi ici je ne parle que pour moi-même. Voilà, je ne parle que pour moi-même, et quand je dis que ce que j'ambitionne c'est de faire de l'art avec Maggie Marin, par exemple, j'engage le projet de ce théâtre. Que je sache, je ne plaide pas pour l'éradication des autres pratiques. Je parle en mon nom et pour ce qui m'intéresse. D'accord ? Et étrangement, je pense être beaucoup plus conséquente, généreuse, soucieuse politiquement que vous me semblez le dire. Parce que, certes, bah si, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Il n'y avait pas le soupçon d'un élitisme derrière non ? Je pose la question de ce public, puisqu'on en parlait. Mais comment voulez-vous que je vous convainque autrement que par ce que je viens de dire ? J'ai le souci de faire des œuvres d'art avec les gens, à partir d'eux, en m'intéressant à eux, en allant là où ils sont. Voilà. J'arrive donc à démontrer que c'est possible, puisque au mois de mai, des sans-papiers et toute leur famille, leurs amis, etc., vont venir dans ce théâtre présenter et assister à une œuvre d'art. Bon, donc voilà ce que je fais. Évidemment que je ne prétends pas exhaustivement faire venir dans ce théâtre la totalité de la population d'Aubervilliers et en particulier de la population défavorisée. Mais je me donne un plan de travail, un plan de conséquences. Voilà, il est, je pense, très rigoureux, il est pensé, il est généreux. Il essaye, dans tous ces détails, de s'assurer qu'au moins, peut-être, on aura un peu plus de gens qu'on n'a jamais. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. C'est tout ce que je peux faire. Et donc, concrètement, ces pièces avec Maggie Marin, ça veut dire, pour faire œuvre, ça veut dire des moyens de production, ça veut dire que vous travaillez comme une production du théâtre. Oui, c'est ça. Avec l'équipe du théâtre et avec... Là, si vous voulez, du coup, on a été obligé évidemment d'être très, comme ça, systématique. Du coup, enfin, on a été obligé, du coup, si vous voulez, de contraindre, de se donner vraiment. On a dit, bon, 3 pièces par an, ça va nous coûter 50 000 € chacune en production. Et ce sont ces conditions qu'acceptent les artistes. Par exemple, Maggie, on lui a dit, bon, bah, Maggie, tu as 3 semaines de travail, tu as 50 000 €, et avec ça, tu fais ce que tu veux. Mais pas plus que ça, parce que si tu vas au-delà, c'est la capacité de financement de la prochaine pièce d'actualité qu'on compromet. Puisqu'évidemment, puisque c'est souvent hors les murs ou dans des conditions particulières de création, on sait qu'on aura des petites jauges en face parfois. Enfin, donc il fallait que les budgets de production soient assez limités. C'est pas mal, ça repose aussi sur l'idée que la contrainte est productrice. Évidemment, ce qu'on cherche aussi à créer, c'est une énergie collective, presque du manifeste collectif. Moi, je crois à ça. Je crois que les lieux doivent être des lieux presque de confrérie, hein, où des confrères convergent et se demandent tous ensemble, bon, quel est l'art qu'il nous faut, comment on répond ensemble à des questions politiques et sociales. Et moi, les mouvements artistiques que j'admire sont des mouvements qui sont nés comme ça, dans un lieu, que ce soit les bureaux d'un journal ou une école comme le Bauhaus, mais en tout cas, c'est des gens qui cherchent et qui se donnent des contraintes. C'est ça. Pour l'instant, on verra jusqu'où ça peut nous mener. C'est passionnant, puisque Maggie, par exemple, elle-même disait que formellement, elle avait été très, comme ça, elle s'était étonnée elle-même, parce qu'elle avait été tellement saisie par la situation des gens, qu'elle a mis en scène, qu'en fait, elle était beaucoup moins violente dans son art, un art de la colère, enfin un art, et tout d'un coup, elle était presque plus classique et douce et pacifiée, parce que tout d'un coup, il fallait traiter et mettre en scène des gens qui ne pouvaient pas être les véhicules d'un art de la colère. Enfin, qu'elle ne pouvaient pas, si vous voulez. La dernière.
femmes, oui. Qui participent et qui sont spectateurs. Oui, oui. Je crois, hein, tu dirais ça, non? Qui participent, oui. Qui sont spectateurs, ça, j'ai bien de... Je crois, quand même. Si, moi, je me suis un peu énervée parce que ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, je vais dans les universités, etc. Et puis à chaque fois, c'est la même objection, c'est-à-dire j'expose, il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais quand même les autres qui veulent autre chose. Et j'ai envie de dire que je sache, c'est moi qui suis minoritaire dans cette situation. C'est moi qui ai une position minoritaire. C'est pas parce que je dirige un CDN que je ne suis pas minoritaire. C'est-à-dire que le gros des pratiques sert exactement les attentes que vous nommiez, de gens qui veulent autre chose, qui veulent s'y reconnaître, etc. Donc en l'occurrence, c'est moi qui suis minoritaire. Donc je ne voudrais quand même pas qu'au nom de ce qui se fait déjà massivement partout, on m'empêche d'essayer de faire la pauvre chose que je tente ici. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. Non, pardon, excusez-moi. Hein? Vous l'avez énervé. On va peut-être pas terminer sur une note... Non, excusez-moi. Mais en tout cas, c'était un plaisir de vous écouter. Et, on voulait vous remercier, Madame la ministre, et aussi vous les autres intervenants, le théâtre et la formation qui nous a permis de faire cette conférence. Alors, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, c'est un cycle de conférences qu'on va mener sur toute l'année, donc n'hésitez pas à regarder sur les Facebook, sur nos sites, pour voir les autres conférences des autres camarades de la classe qui sont aussi. Et voilà, en tout cas, il y a un petit pot qui vous attend à la sortie, et on espère que vous avez passé un bon moment, et on vous souhaite une bonne soirée. Merci.